Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Écoutez, moi ça va plutôt bien. J'ai passé un bon week-end, j'étais à Paris et ça faisait... alors moi j'ai vécu 34 ans à Paris pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, j'étais très souvent dans des gares, bien évidemment, notamment la gare de Lyon. Et assez souvent, quand j'allais à la gare de Lyon, je voyais derrière moi, parce que j'arrivais, 15-20 minutes avant de prendre le train. Et souvent, donc, dans mon dos, je voyais le train bleu. Je ne sais pas si vous connaissez le train bleu, mais ça existe depuis 1901. C'est un restaurant-bar, on va dire, qui est à la gare de Lyon et qui est juste magnifique, en fait, qui est resté dans son jus de l'époque. Donc, on a l'impression d'être mais hors du temps, à l'époque 1900 et quelques. On imagine très bien les gens qui pourraient rentrer dans ce restaurant. Et donc, voilà, j'ai décidé de rester 3 heures là-dedans pour continuer à avancer sur mes projets en prenant un chocolat chaud viennois. Et c'est juste magnifique. Donc, j'ai publié une petite vidéo. J'ai fait une vidéo à l'intérieur et des photos si vous voulez aller voir, si vous ne connaissez pas. Allez sur le compte Instagram Julien Perron ou sur Facebook Julien Perron. Et vous allez voir, c'est vraiment splendide. Donc, si vous êtes à un moment donné à la gare de Lyon, que vous avez un peu de temps devant vous, moi, je vous invite vraiment à y aller. C'est très, très beau. Enfin, on est transporté dans d'autres temps. J'ai adoré ce petit moment. Sinon, on est en train de, comme vous le savez peut-être déjà ou pas, on est en train de préparer le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu là le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Si vous voulez prendre vos places, je vous rappelle que la billetterie est déjà en ligne, donc il suffit juste de taper congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, et vous aurez accès à la billetterie. Il y aura 10 conférences cette année, 30 exposants, 8 ateliers participatifs, et surtout, on est juste en face de la plage, parce que le Palais des Congrès donne sur la plage, ce qui veut dire que pendant les pauses qu'il y aura pendant le congrès, donc samedi, dimanche, on pourra aller se baigner si on veut. Et j'aimerais beaucoup, notamment, que dimanche, fin de journée, quand on va clôturer le congrès, qu'on soit tous à la mer. Donc, on a réussi ce pari au mois de novembre 2023, quand on a lancé la première édition. Novembre, ça caillait un petit peu, mais on était quand même, je pense, bien facile, 200-300 à l'eau quand même. Donc, c'était un chouette moment. Et donc là, il n'y a plus la raison du froid, parce qu'il fera beau, c'est l'été. Donc, si on pouvait se retrouver 600 à l'eau, ça serait un gros kiff. Donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée pour ceux qui ne nous suivent pas. Donc c'était en 2023, c'était la première édition. Et ensuite, on se retrouve tout de suite après avec Philippe. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. J'ai hâte de m'y retrouver. Donc, je vous rappelle, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et vous tomberez tout de suite sur le site, vous allez voir, la programmation est géniale. Je vais faire apparaître Philippe. Salut Philippe.
Bonjour Julien. Comment vas-tu? Ah ben écoute, moi je vais très bien, je suis ravi d'être parmi vous et puis merci de ton accueil. Voilà, je suis vraiment très très heureux d'être avec vous. Avec grand plaisir. Écoute, on a une petite heure devant nous, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter, Philippe, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es. D'accord. Eh bien, écoute, je m'appelle Philippe Grand, je suis magnétiseur, énergéticien. J'exerce en fait dans le 1er arrondissement à Paris et aussi à Alfortville dans le Val-de-Marne. Que te dire d'autre? Je viens pas du tout du monde des énergies au départ, puisque en fait, auparavant, j'étais dans le domaine de la communication. J'y ai travaillé pendant 20 ans à différents postes, voilà, en tant que commercial. Après, j'ai repris des études, je suis passé créatif, rédacteur. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, voilà, par hasard, on va dire un petit peu les hasards de la vie, en fait, en gros, j'en suis arrivé en fait à la découverte des énergies. Et du coup, j'en ai fait en fait une activité aujourd'hui. Quand tu dis hasard de la vie, dis donc, il va falloir que je développe. Hein. Je ne sais pas si on commence dans le vif du sujet dès maintenant, si tu veux, mais disons que effectivement, enfin, moi, je trouve que la vie parfois nous emmène en fait. C'est un peu un long chemin, c'est un peu comme une rando. Je pense que toi, tu es parti en rando là récemment. Je pense que la vie, c'est comme une sorte de rando, et j'aime bien cette notion de dire en fait, en gros, on n'a pas forcément, comme on dit, tu sais, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est l'itinéraire et les hasards de l'itinéraire. Il y a un petit peu de ça quelque part. Et la vie, je trouve que c'est un peu ça finalement. C'est qu'elle nous emmène dans des espaces parfois où on a l'impression de se perdre, mais en réalité, en fait, en gros, sans qu'on le sache, en fait, en gros, on s'y trouve, on s'y retrouve. On se retrouve soi-même, en fait, tu vois. Ah oui, je vois très bien. Et donc, j'y suis arrivé. Effectivement, quand je dis par hasard, c'est parce que au hasard, comme ça, tu vois, d'un week-end, on était allé se promener avec mon ami de l'époque. Et puis finalement, j'ai découvert en fait la notion éclair énergétique dans une petite boutique, alors qu'on y allait juste pour acheter un petit pendentif, tu vois, pour elle. Et au final, en fait, de ça m'a amené en fait en gros au pendule, et de pendule, ça m'a amené aux énergies. Et en fait, pour moi, c'était juste, si tu veux, une sorte de découverte un peu intéressante, passionnante, mais sans plus. Et puis finalement, en fait, en gros, à l'époque, j'étais prof contractuel aussi. Et du coup, en fait, ça m'a amené en fait, à en faire mon activité principale. Et du coup, c'est là où je parle vraiment des hasards. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu ne sais pas où est-ce que ça peut t'emmener. Et au final, un jour, tu t'y retrouves et tu te dis, waouh, c'est juste bluffant quand même. Ce qui veut dire qu'auparavant, tu t'intéressais pas plus que ça aux énergies ou au développement personnel, ouais. Développement personnel, j'avais une sorte de philosophie, tu vois, personnelle, on va dire, de la vie, mais en fait, j'étais pas forcément dans des notions de spiritualité ou j'ai même pas été éveillé, on va dire, en fait, à la pratique religieuse ou ce genre de choses, parce que je viens pas du tout d'un milieu, tu vois, de ce milieu-là. Et j'étais pas non plus en fait en contact avec des personnes qui œuvraient dans le domaine énergétique, etc. Donc c'est là où, si tu veux, c'est là où je te dis que c'est un peu une forme de hasard, c'est que il n'y avait pas de prédisposition à ça, on va dire au départ, quoi. Tu te considères comme quelqu'un de cartésien? Bah oui, de par mes études, tu vois, en fait à la base, moi j'ai fait un DESS en marketing direct, on fait pas mal de statistiques, d'analyses. Je suis quelqu'un qui est quand même assez pragmatique en fait à la base. Et je pense que l'évolution des choses, en fait, en gros, a cassé un peu ma carapace pragmatique pour ouvrir, on va dire, ma part, on pourrait dire, tu vois, d'énergie féminine, hein, puisqu'on en a tous, hein, hommes et femmes, et inversement. Et je pense qu'effectivement, à travers les épreuves de la vie, finalement, on casse peut-être le côté pragmatique pour laisser parler, pour ouvrir un peu la partie sensible. Et c'est là justement tu peux accéder en fait à des choses auxquelles on ne s'attend pas. J'entends derrière un peu s'ouvrir aussi à une forme de spiritualité. Ah bah oui, je pense que ça va te faire. Hein. Après, encore une fois, pour moi, tout est croyance et en fait, on peut pas chercher à imposer quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, j'ai pas la vérité, tu vois, personne la détient. Je pense que tout est croyance avant tout, par rapport à sa propre expérience en fait. Il y a des personnes qui vont être tu vois, par exemple, peut-être
Voilà, des chamans vont dire qu'ils vont peut-être se sentir plus en fait connectés en fait aux énergies de la terre, d'autres qui vont dire qu'ils sont peut-être plus connectés en fait aux énergies du ciel, d'autres qui vont dire qu'ils y mettent leurs propres énergies, tu vois, dans ce qu'ils mettent. Voilà, tout est croyance en fait, et peu importe, tant que ça marche et tant que ça fait du bien et que ça va dans le bon sens. Peu importe. Oui, c'est clair. Hein. Ouais. Tu disais, tu sais, tu m'as contacté sur le web pour qu'on puisse avoir notre échange là aujourd'hui. Ouais. Et tu me disais que tu étais rescapé du Bataclan. Ouais. Et donc moi j'ai cru comprendre, mais bon, tu vas nous faire la transition, que suite à cet événement, il y a eu quelque chose, quoi. J'imagine qu'il y a eu un déclic et que c'est peut-être pas un hasard non plus, suite à ce que tu as vécu, que tu te lances sur quelque chose qui n'a rien à voir avec tes études et avec ce que tu faisais. C'était absolument pas prémédité, c'est-à-dire que donc à l'époque effectivement j'étais graphiste et en fait forcément suite à un événement pareil, forcément je suis parti en dépression pendant 1 an avec un suivi psy, et j'ai eu la chance de tomber sur une psy incroyable qui était très maternante, etc. Donc il y a eu justement en fait à réussir en fait aussi à, moi j'étais, enfin si tu veux, le fait de voir un psy à l'époque, cette notion de thérapeute, etc. Non, j'étais plus fort que ça, j'en avais pas besoin, tu vois. Et finalement, j'ai découvert à travers son accompagnement que elle m'a ouvert, en fait, si tu veux, en fait, en gros, à des pratiques holistiques, des pratiques douces, justement. Et en fait, moi, tout ce suivi en fait thérapeutique, je l'ai fait sans aucun antidépresseur, sans aucun médicament, tu vois. Et je ne l'ai fait qu'à base de techniques justement, de respiration, cohérence cardiaque. De la prière, de la méditation, etc. Et grâce à ça, j'ai réussi en fait en gros à m'en remettre. Et ça, déjà, c'est la première clé qui m'a été donnée en fait en gros pour accéder en fait, on va dire, au domaine un peu de l'énergie, parce que la respiration finalement, c'est un moyen d'accéder à ça. La méditation en est aussi finalement. Mais je prenais ça plus comme des pratiques simples, un peu isolées, et pas forcément connectées, tu vois. Ça s'est développé en fait petit à petit. Mais je dirais effectivement, ça a été le point de départ. Et le vrai point de départ suite au Bataclan, si tu veux, c'est cette prise de conscience de te dire que en un claquement de doigts, ta vie peut s'arrêter, alors que tout va bien, alors que tu coches toutes les cases, si tu veux, dans tous les domaines de ta vie, tu es marié, tu as un bon job, tu es bien payé, tu as toutes les cases qui sont cochées, et d'un coup, d'un seul comme ça, sans que tu prévois, tu peux pas, absolument pas prévoir le fait que ça s'arrête comme ça. Alors effectivement, j'ai bien vu ma vie défiler, et je me suis dit, alors qu'il y avait des gens qui tombaient à côté de moi, je me suis dit non, c'est pas possible, en fait, je suis pas prêt là. Je suis vraiment pas prêt. Et là, c'est un vrai point de départ parce que tu as besoin de donner une explication. Tu peux pas vivre en fait avec cette insécurité-là, de te dire qu'à chaque moment, ça peut s'arrêter, quoi. Et là, c'était là où je pense que c'est une clé d'entrée vers la spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, ça va bien au-delà que d'avoir un travail, que d'être marié, que d'avoir un job qui est bien payé, ce genre de choses, en fait, quoi. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que tu avais une bonne étoile, que tu étais chanceux? Ouais. Mais presque à en culpabiliser, en fait, à se dire pourquoi moi j'en ressors alors que tu as un gamin de 17 ans qui est resté, tu vois, en fait, en gros, pourquoi, ce fameux pourquoi moi, en fait, en gros, quoi. Et qui te rend la vie impossible, en fait, hein, reconstruire quelque chose derrière, puis même cette notion de reconstruire, en fait, quelque chose, à quoi bon, finalement, puisque ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois un peu le... Et alors moi, c'est là j'ai vécu les choses différemment. Moi, dans mon parcours de vie, j'ai eu 3 accidents graves où normalement, je ne devrais pas être là à discuter avec toi. Je devrais être mort, quoi, à 3 reprises. Et donc, bon, voilà, je crois que déjà, dès le 2e accident, j'avais commencé à bien réfléchir, à me dire, mais pourquoi en fait pourquoi je suis encore là? C'est quoi le message? Trop curieux. Et le 3e, donc c'était un accident de voiture à l'île Maurice, très grave. Et vraiment, la voiture, elle ressemblait à rien. Et moi, j'avais rien du tout, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé encore à réfléchir. Et puis, finalement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un peu ce que tu dis. C'est que la vie, elle est trop courte. Ça passe comme ça et ça peut s'arrêter comme ça. Exactement. Et c'est assez dingue, en fait, quand tu le vis, parce que tu sais, c'est des réflexions qu'on peut avoir dans des soirées, je sais pas, avec des amis, ou je sais pas, tu rencontres quelqu'un dans le train, enfin, peu importe. Tu sais, c'est des punchlines qu'on peut sortir comme ça dans la vie de tous les jours. Mais quand toi, tu le vis réellement, c'est-à-dire que tu n'as pas prévu aujourd'hui, tu vois, d'avoir un accident ou de mourir, on ne reçoit pas un texto. Quand tu le vis vraiment, waouh, tu conscientises vraiment ce truc, quoi, en te disant, mais c'est vrai, en fait, là, tout peut s'arrêter vraiment en un claquement de doigts, quoi. Et moi, c'est plutôt ça, en fait. Ça m'a donné encore plus envie de
croquer la vie, de profiter à fond de la vie, et pas de manière excessive, hein, bien évidemment, mais en ayant cette conscience qu'effectivement, ouais, ça peut s'arrêter très très vite, quoi. Et justement, bah voilà, en fait, en gros, ça fait partie effectivement des clés aussi, quelque part du bonheur, c'est de conscientiser que à chaque moment, ça peut s'arrêter. Et effectivement, l'anxiété, bah, en fait, en gros, t'oscilles entre les regrets du passé, la peur de l'avenir. Finalement, tu profites jamais de l'instant. Alors que, enfin, c'est un peu, comment je dirais, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais effectivement, suite à des événements dramatiques comme ça, quelque part, bah, c'est presque en frôlant la mort que finalement, en fait, tu prends conscience du côté précieux de la vie. C'est possible. Alors, moi, j'ai pas trop de sentiments par rapport à ma vie. J'ai toujours eu le sentiment quand même d'avoir un peu cette conscience, tu sais, de kiffer la vie, en fait, tu vois, vraiment de me donner les moyens de kiffer la vie. Mais c'est clair que ça l'a accentué davantage. Là où je te rejoins, c'est que quand on observe globalement que l'être humain, il attend d'avoir un cancer, d'avoir quelqu'un qui meurt autour de lui, de faire un burn-out, de se faire virer de son emploi. Je sais pas si le mec est chef d'entreprise, que sa boîte elle coule, pour qu'il se passe un truc en fait, pour qu'il y ait un déclic et que tu changes de vie. Et moi je dis très souvent, c'est trop dommage les gars d'attendre ça, quoi. D'attendre ça, bah oui, je suis complètement d'accord. Moi, de toute façon, j'en reçois régulièrement en fait, hein, dans le cadre de mes consultations. Ça, c'était pareil, si tu veux, quand je te disais tout à l'heure que la vie m'a guidé par hasard. En fait, en réalité, je crois pas au hasard. Et je vois bien qu'à travers mon parcours, en fait, les chemins par lesquels je suis passé, en fait, m'amènent des personnes qui, elles aussi, viennent me rencontrer soi-disant par hasard, alors qu'en fait, en réalité, bah, les problématiques qu'elles ont rencontrées, je les connais. Donc, c'est un peu comme si j'avais déjà parcouru le chemin. Et là où elles se sentent parfois, si tu veux, dans un tunnel, en fait, en gros, sans lumière, dans l'obscurité, complètement paumées, bah, je leur dis, bah, écoutez, non, mais moi, je suis déjà passé par là. Et en fait, en gros, je peux vous guider. Il y a vraiment une sortie, vous inquiétez pas. Et effectivement, j'ai beaucoup de personnes, si tu veux, comme ça, qui perdent cette notion du réel, de la quintessence de la vie, à se dire, bon, bah, en fait, je sais plus pourquoi j'avance. Je trouve plus de leitmotiv qui me motive, en fait, en gros, à continuer à avancer. Et finalement, je me rends compte ça tient pas à grand chose de retrouver cette lumière qui va t'aider en fait justement en fait à te relever si tu veux et à te remettre en marche et retrouver goût à la vie, quoi. C'est ça qui me fascine un peu, c'est de se dire qu'à un moment donné, tu peux partir vraiment dans une direction, voilà, de dépression, etc. Et si à un moment donné, en fait, en gros, t'as pas quelqu'un qui est là, comme ma thérapeute a été là, si tu veux, pour pouvoir me remettre debout, entre guillemets, me faire relever, et après, les choses, on te laisse repartir et tu redécouvres les choses par toi-même. Si t'as pas ça, tu peux traîner ça jusqu'au bout de ta vie, en fait. Et ça peut, ouais. Ça peut, ouais. Ça me fait rebondir sur ce que tu disais au tout début et qui est revenu là dans ton discours, tu sais, je cochais toutes les cases. C'est intéressant, ça, je trouve, quand même, tu vois, comme concept, de voir comme on est ultra conditionné dans notre société. Où on nous fait croire que parce qu'on va être marié, qu'on aura des enfants, qu'on aura un job et qu'on gagnera plein d'argent, qu'on aura une grosse maison avec un 4x4, avec un beau jardin, un chat, un chien, que ça y est, c'est bon, on sera heureux, on aura atteint le bonheur. Et t'es loin d'être le premier, tu vois, à dire ça. Donc, chacun l'exprime de manière différente, mais le résultat est exactement le même. En tout cas, de mon point de vue, hein, de mes croyances, c'est qu'on est tellement conditionné, en fait, à la base, que peut-être qu'un des tout débuts, ce serait déjà de se déconditionner assez rapidement pour reprendre un petit peu les rênes de qui on est en réalité. Et c'est là où je pense que ta démarche, elle est bonne, c'est qu'à un moment donné, effectivement, en fait, montrer que une maladie grave, un accident, la perte d'un proche, etc., finalement, en fait, en gros, c'est reconscientiser, en fait, en gros, que ça n'arrive pas qu'à travers la télé ou, tu vois, ou à d'autres, quoi. Bon, les pertes de proches, on en connaît tous. Mais se dire qu'à un moment donné, voilà, on peut tous être touchés. Et moi, je vois effectivement, je reçois aussi des personnes, voilà, qui ont des maladies graves, ce genre de trucs, et qui pensaient absolument pas que ça pourrait leur arriver. Sauf que quand ça tombe, ça tombe. Et là, bah, tu tombes aussi finalement, quoi. Et je pense que c'est justement témoigner de ça, à travers ces partages-là, en fait, en gros, on se déconditionne justement, en fait, en gros, du format dans lequel on va absolument nous faire rentrer. Et en fait, on s'illusionne d'une certaine manière, et donc d'une certaine manière, on gâche un peu de notre vie. C'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience, mais on gâche quand même, on peut parfois gâcher en fait toute une vie comme ça. Hein. Les personnes qui se réveillent
malheureusement, comme tu dis, en fait, le jour où elles apprennent qu'elles ont une maladie grave ou ce genre de choses, quoi. Moi, je remarque dans mes activités que vers 40-50 ans, il peut commencer déjà à avoir un déclic. Donc, justement, sans attendre, hein, tu sais qu'il y a un accident, tout, etc., il y a un déclic. Assez souvent, c'est parce que donc, ce sont des parents, donc ils ont fait le tour un peu de leurs enfants, c'est-à-dire que leurs enfants maintenant sont grands, tu vois, ils vivent tout seuls, ils ont un métier, tout, etc., ils sont autonomes, quoi, on va dire. Et puis en fait, ils commencent à se rendre compte que ils ont eu un job qui était purement alimentaire pour faire la famille, quoi, en gros, hein, tu vois, pour assurer, qu'eux sont pas forcément plus épanouis que ça, qu'il y a de fortes chances que s'ils se sont mariés, s'ils sont en couple du coup depuis très longtemps, que ça y est, c'est pareil, ils ont peut-être un peu fait le tour. Et donc, d'un coup, entre 40 et 50 ans, il y a une espèce de remaniement, tu vois, une espèce d'éveil de conscience où on a envie de donner du sens à sa vie, donner du sens à sa activité professionnelle. Parce qu'en réalité, en fait, on s'est occupé des autres, mais pas réellement de soi. Et ça, putain, c'est impressionnant le nombre de personnes que j'ai pu croiser là jusqu'à présent. C'est des milliers et des milliers de personnes, en fait. Donc, du coup, j'ai l'impression dans mes croyances que ça représente beaucoup de la population. Ouais, et puis, comme tu dis, en fait, hein, si on schématise un peu la vie, finalement, très rapidement, comme tu dis, en fait, en gros, tu t'occupes en fait des autres, c'est-à-dire que tu fais des enfants, tu t'en occupes, tu travailles pour en fait les accompagner, profiter un petit peu de ta vie de famille, etc. Et puis finalement, en fait, en gros, après, tu commences à vieillir, donc c'est finalement tes enfants qui vont s'occuper de toi. Et c'est là où généralement, quand tu vas atteindre en fait l'âge de la retraite, c'est généralement, malheureusement, c'est là où commencent à arriver des maladies graves. Donc, tu vois, par exemple, moi j'ai ma mère, elle a été infirmière toute sa vie, elle a vécu en fait, en gros, on va dire pour moi, donc elle aussi avait sa part de problèmes en fait à résoudre. Donc elle a vécu pour moi, et enfin quand elle a pu en fait accéder en fait au rêve de sa vie, c'est-à-dire avoir sa petite maison avec le jardin, etc. Elle a fini de travailler, elle était en retraite, elle a vécu 8 ans, et elle est partie en amour d'un cancer. Et là, si tu veux, tout ça ne fait que renforcer l'idée que encore une fois, c'est des choses qu'on lit dans des bouquins, qu'on voit à travers des films, etc. Mais il n'y a que l'instant qui compte, et que chaque instant mis bout à bout, finalement, fait ton présent, et que ce présent, justement, j'allais pas dire que tu contrôles, parce qu'en fait, justement, l'idée, c'est plutôt de lâcher prise, en fait, plutôt que de contrôler. Mais en tout cas, si tu as une part de maîtrise, en fait, comme on dit, il faut contrôler un petit peu ses pensées, il faut contrôler un petit peu, justement, choisir ne pas se laisser de côté, en fait, de la même manière que si on était dans un couple, on pourrait laisser de côté l'autre. Penser à soi, c'est là où je dis qu'il y a une part de contrôle. On peut contrôler, justement, ne pas se laisser aller, en fait, à se laisser vivoter, tu vois, en fait, dans la vie. En fait, ces petits instants mis bout à bout forment ton présent, et ce présent, en fait, finalement, en fait, conditionne ton avenir, quoi. Mais c'est tellement ça, ouais. Et j'ai le sentiment qu'il y a encore une grande partie d'entre nous qui ne s'en rendent pas compte. Mais moi, c'est très souvent, je dis qu'on est la résultante de nos choix, et ça fait grincer des dents beaucoup de personnes. Alors souvent, tu sais, on te donne des contre-exemples et te disent ah ouais, mais alors le mec qui est né dans une favelas au Brésil avec une jambe en moins, tu crois qu'il a le choix, lui, il a fait le choix. Donc après, tout dépend de comment on regarde les choses, hein, d'un côté spirituel ou non. Moi, ce que je dis, c'est que je réfléchis toujours pour la masse et pour l'ensemble. Pour au moins 80% d'entre nous, on est la résultante de nos choix. Et tu peux le voir même très rapidement. En fait, tu peux le voir dès notre enfance, tous les choix qu'on fait très tôt, en réalité, qui nous conditionnent et qui font que c'est ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui. Et je crois que c'est important justement que les gens s'aperçoivent on fait des choix tous les jours à partir du moment où tu te réveilles le matin jusqu'au soir où tu te couches. Tu es tout le temps en train de faire des choix. Et moi, j'ai fait ce choix il y a longtemps, donc ça fait 40 ans, d'après ce que dit ma mère, d'avancer vers moi, en fait, d'essayer de me comprendre, tu sais, de comprendre mon mode d'emploi, de trouver en fait vraiment tous les outils en fait qui sont bons pour moi, de les appliquer, mais avec beaucoup de rigueur et de discipline tous les jours en fait dans ma vie. C'est-à-dire, comme tu le dis très justement, me faire passer en priorité. Parce que je constate maintenant, j'ai le recul, qu'à partir du moment où je prends du temps pour moi, que j'ai trouvé les bons outils en fait qui remplissent mes réservoirs d'énergie, mais je suis tellement impactant et inspirant en fait pour les gens autour de moi. C'est-à-dire en fait que mon bonheur devient le bonheur en fait collectif, quoi. Et ça, c'est ultra puissant. Et donc c'est pour ça que je mets autant d'énergie depuis une vingtaine d'années, parce que je sais qu'en fait ça part de là, quoi. En fait, c'est vrai que ça, c'est quelque chose moi que j'ai vraiment découvert sur le tard. Moi, pour la petite anecdote, tu dis en fait, en gros, on est le résultat de nos choix.
Alors, je suis en partie d'accord avec toi parce que, en fait, on dit généralement 80% de nos actes et de nos choix sont inconscients. Je sais pas si ça t'es d'accord avec moi ou pas, mais en fait, en gros, si tu veux, t'as la part immergée de l'iceberg et puis t'as la part immergée, en fait. Mais en fait, 80% de l'iceberg, si tu veux, il est dans l'inconscient. Et cet inconscient conditionne justement nos choix et aussi nos actes. Et c'est là où moi je le vois, tu vois, dans le cadre des consultations que je fais, c'est qu'en fait, j'ai été mon premier patient, j'ai envie de dire, tu vois, j'ai été mon premier cobaye, quoi. C'est que finalement, je me suis rendu compte avec mon vécu rétrospectivement que finalement, en fait, en gros, j'agissais et je choisissais, mais par défaut, conditionné par des choses que j'avais héritées, tu vois, de ma famille, les schémas répétitifs, et que derrière, en fait, en gros, justement, en fait, j'adoptais des comportements d'auto-sabotage par rapport à ça. Tu vois, par exemple, la peur de ne pas être aimé. Ben, en fait, en gros, faisait que je tombais dans une dépendance affective, que je me sacrifiais pour l'autre, etc. Et je m'en oubliais moi-même. Tu vois, c'est tout cet aspect-là, en fait, en gros, que finalement, en fait, c'est assez étonnant parce que le parcours qui m'a mené aux énergies m'a permis de m'introspecter. Et tu vois, et de regarder effectivement comment je fonctionnais et de donner du sens et de comprendre, en fait, la logique de mes mécanismes, en fait. Alors, j'aimerais juste qu'on redéfinisse inconscient. Quand tu parles inconscient, tu dis que 80% elle est à l'inconscient. En réalité, derrière, tu parles de conditionnement, en fait, quelque part, quoi. Je parle de tout ce qui est choix automatique, enfin, tout ce qui est processus automatisé, en fait, de prise de décision, ou, tu vois, de pensée, etc. Tu as des pensées comme ça qui se présentent à toi, elles sont pas conscientes, tu les choisis pas, en fait. Mais tu choisis d'agir ou non. Tu choisis, en fait, de ce que tu en fais, en fait, de ces pensées. Tu as le choix. Alors, tu les vois passer. Parfois, tu peux même t'attarder dessus, mais tu as le choix de la décision de ce que tu vas en faire. Mais regarde, si tu as une croyance, admettons, si tu as la fausse croyance, par exemple, que tu ne mérites pas l'amour, eh ben, tu peux choisir, en fait, en gros, d'aller rencontrer quelqu'un et de t'engager, en fait, avec cette personne. Mais comme tu es convaincu que tu ne mérites pas l'amour, tu vas adopter une série de choix et de comportements qui vont te conduire à t'auto-saboter et ne pas te rendre aimable auprès de l'autre, par exemple. Tu vois ? Tout à fait. Et ça te conduira donc à flinguer la relation. Et au final, ça ne va faire que renforcer cette croyance. Donc, tu seras encore plus dans cette peur. Et donc, tu vas être de plus en plus dans tes comportements, de plus en plus insupportable. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'il y a des limites, en fait, à ça. Tu as complètement raison dans ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Mais dans ce cercle vicieux, alors tu me diras, c'est peut-être mon côté optimiste et positif, hein, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu peux avoir une prise de conscience. Tu peux même en avoir, en fait, plein des prises de conscience. Tout le reste, après, c'est des choix que tu vas faire. Et très souvent, dans ce que tu dis, c'est lié à notre enfance. Et donc, ce que je maintiens, moi, ce que je dis, donc, de ce que je vis, c'est que s'intéresser à soi, comprendre ce mode d'emploi, tendre vers qui on est, en fait, comprendre qui on est, c'est accompagner notre aide dans notre globalité, quoi. Et donc, notamment, là, on le voit encore à l'heure d'aujourd'hui, une fois de plus, on est tous concernés par ça parce qu'on n'a pas fait l'exercice d'aller justement en profondeur et d'aller chercher, en fait, tous ces traumatismes d'enfance, toutes ces réactions qui n'étaient pas dépendantes de nous, en fait, qu'on a eues quand on était gamin, ce que j'appelle, moi, des bombes émotionnelles. Ça, c'est notre responsabilité citoyenne à chacun et à chacune. Parce qu'on est tous logés à la même enseigne, globalement, quoi. Et donc, notre responsabilité, c'est prendre soin de soi. Et quand tu prends soin de toi, bah justement, bah, tu vas aller chercher notamment, pas que, mais ça fait partie, j'ai envie de dire, du job. Tu vas aller chercher justement ce qui s'est passé dans ton enfance pour essayer d'accompagner du mieux que tu peux tout ça, mettre beaucoup d'amour, beaucoup de patience, pour que c'est le moins de répercussions après dans ta vie, et notamment sur les autres, les personnes que tu vas croiser dans ta vie, que ce soit en amour ou en amitié. Mais ça, tu vois, par exemple,
moi, j'en prends conscience aujourd'hui, tu vois, le travail, je l'ai fait, effectivement, je l'ai amorcé avec le Bataclan, et en fait, ça s'est fait petit à petit, effectivement, jusqu'à arriver à un gros travail. Et dès que j'ai commencé à rentrer dans le domaine énergétique, j'ai rencontré vraiment des personnes qui étaient ouvertes à ça et pour qui c'était tout à fait normal. Sauf que quand j'étais dans l'autre monde, du côté de la communication, etc., ça, non, ça l'était pas. C'est pour ça que tu dis, effectivement, tu as le gros quelque part de la population, et puis effectivement, tu as une part de la population, effectivement, qui est un peu plus dans cette notion de conscience, je ne peux pas rendre quelqu'un heureux si je ne suis pas heureux moi-même. Et pour être heureux, il faut que je travaille sur toutes mes blessures pour me remplir. Tu vois, ça émerge. Ça émerge, mais je ne suis pas certain que ça soit la majorité de la population, loin de là, en fait. Non, c'est pour ça d'ailleurs que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation depuis une douzaine d'années. Parce qu'en fait, je me dis que tout part de l'éducation, parce qu'une fois de plus, moi, je le vis depuis que je suis gamin. Donc, je suis le meilleur laboratoire, le meilleur chercheur qui peut exister, c'est moi. Et donc, je vois vraiment tous les bénéfices qu'on aurait à gagner si le plus tôt possible, on nous apportait du savoir-être, de la connaissance de soi, mais de manière sociétale, hein, pas que sur les bancs de l'école ou à la maison avec nos parents, vraiment de manière très sociétale. C'est un cadeau de dingue, quoi. Moi, je suis en gratitude tous les jours par rapport à ça parce que vraiment, ça t'aide après dans plein de choses. Tu vois, alors, faut peser ce que je dis. Oui, j'ai beaucoup de gratitude parce que je vois que j'ai gagné du temps, quoi, on va dire. Mais d'un autre côté, vu que la majorité de la population n'est pas dans ce trip-là, quand tu commences tôt et que la majorité n'est pas dans ce trip-là, tu passes pour un ovni. Ouais, c'est très compliqué, ouais. Parce qu'en fait, t'es à contre-courant, tu vois, de l'ensemble de la masse. Et donc, il faut être fort mentalement pour garder, en fait, tes convictions et continuer, en fait, à avancer avec tes convictions parce que tu es sûr, en fait, que c'est bon, en fait, que c'est bon pour toi et que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc, ça, c'est compliqué. Maintenant, la 2025, c'est quand même moins, dans le sens où, moi, à l'époque, il y avait 10 bouquins, par exemple, à Virgin sur les Champs-Élysées en développement personnel. Tu vois, en 99, je tombe sur la prophétie des Andes, donc tu vois, ça fait loin. Maintenant, tu vas, je sais pas, à la FNAC, tu as des pans entiers de livres de développement personnel, il y a plein de conférenciers, il y a plein de formations en ligne, enfin, tu vois, il y a plein de thérapeutes. Je pense que maintenant, c'est c'est plus simple, on va dire, de trouver des personnes qui vibrent un peu comme toi, quoi. Comme ça pouvait être moi à mon époque. Ce qui me fascine, si tu veux, c'est de se dire que actuellement, tu vois, comme tu disais, tu parlais de la FNAC, mais moi je vois en fait en gros bon, je vais pas citer de marque parce que pour éviter, mais je sais que t'as des centres, tu vois, commerciaux qui organisent en fait en gros des journées bien-être et voire même en fait ésotérisme ou spiritualité. Moi j'ai été invité avec une amie médium, en fait en gros à faire des consultations dans un centre. On va dire une sorte de librairie un petit peu, tu vois, d'un centre commercial, je sais pas si tu vois. Et en fait, voilà. Et en fait, il y avait du monde qui venait et ça marche, et parce que du coup, ils nous réinvitent et ça marche, quoi. C'est bien, ça. Oui, on sent qu'il y a une âme là qui commence à pousser, en fait, en gros, d'émergence où effectivement les personnes prennent conscience. On sent qu'il y a une vraie prise de conscience, en fait, en gros, et je pense que le Covid a énormément participé à ça. De se dire, effectivement, d'ouvrir les consciences, à se dire que finalement, tu vois, la notion de essentiel, pas essentiel, la notion aussi qu'à un moment donné, tu peux se retrouver, en fait, prisonnier chez toi, avec des choses, parfois des injonctions qui te paraissent complètement, waouh, on se dit presque qu'on serait dans une dystopie. Et effectivement, en fait, la vraie question du bonheur, en fait, se pose en fait à ce moment-là. Tu te dis finalement, c'est quoi la vie? Est-ce que c'est de survivre, juste de survivre, en restant effectivement avec le masque, le vaccin, enfermé chez toi, etc. Ou est-ce que à un moment donné, en fait, en gros, c'est de vivre et peu importe finalement quand est-ce que ça s'arrête, mais en fait, de vivre. Et on sait qu'en même temps, effectivement, tout est lié justement dans cette démarche holistique, que se dire qu'à un moment donné, ton mental et ton émotionnel jouent énormément aussi sur ta santé et vice-versa, tu vois, tout est lié finalement. Donc, si tu es dans cette peur permanente de qu'est-ce qui va m'arriver, donc du coup, je me couche, je me vaccine, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste à un moment donné, si tu ne vis qu'à travers cette peur-là, il y a une vraie définition en fait qui se pose en fait justement ce qu'est vivre en fait finalement, entre survivre en un seul mot ou sur-vivre à un moment donné, tu vois, c'est-à-dire dépasser en fait cette notion de je réponds à de simples besoins
besoin de sécurité, etc. Mais en fait, justement, je vais au-delà et pour moi, la vie, en fait, justement, c'est aussi une sorte de richesse, enfin, si on parle de vibration, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sortir effectivement de ce côté un peu plat. C'est un peu comme l'électrocardiogramme et quand même d'aller chercher des hauteurs, tu vois. Ouais, pour moi, j'appelle ça aussi sortir de sa zone de confort, tu sais, d'aller se confronter, d'être dans la vie, en fait, tu vois, d'essayer vraiment de se confronter à des zones qui ne sont pas confortables pour nous et qui sont tellement très utiles après par la suite. Oui. Chacun doit le faire à sa manière. Hein. Moi, tu vois, par exemple, j'aime bien me challenger. Là, je vais faire le tour du Mont Blanc au mois de fin août. Même si je suis un randonneur et que j'adore ça et que je suis quelqu'un de sportif, pour moi, c'est encore une sortie de zone de confort parce que c'est pas rien quand même. On va faire un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Tu vois, c'est des journées où quand même on marche beaucoup. Et je vois en fait tout ce que ça m'apporte après dans mon quotidien. Tu vois, une fois que j'ai passé cette épreuve, on va dire, de zone de confort, même si je kiffe, je vois vraiment que ça m'aide après dans plein de choses dans ma vie perso et pro. Et c'est tellement pas perceptible qu'il faut le vivre une fois de plus. C'est des choses qu'il faut vivre, quoi. Donc, sortir de cette zone de confort, enfin, dis-moi si je me trompe, mais ça revient un peu à ce que tu dis, en fait, quelque part, quoi. Bah, moi, la zone de confort, si tu j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à sortir de ma zone de confort malgré moi. C'est plus poussé par la vie. J'ai l'impression qu'elle m'a toujours pris par la culotte et qu'elle m'a dit non. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait au niveau au moment du Bataclan. J'étais dans une zone d'ultra confort en fait. Et en fait, j'étais embourbé. J'étais marié depuis 17 ans avec la mère de mes enfants, tu vois, et ça se passait bien, mais voilà, on était dans une zone de, tu vois, en fait, aussi de confort, en fait, en gros, sur la relation. J'avais un travail depuis 10 ans, j'étais en télétravail, en fait, à la maison, très, très bien payé, presque trop simple, si tu veux, presque. Et en fait, dans ma vie, en fait, on faisait plein de choses, des voyages, des restos, des machins, etc. Mais en fait, j'étais pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment... C'est là où je te dis cette notion de je coche toutes les cases et comment ça se fait que ça me rend pas heureux. C'est parce qu'en fait, en gros, j'avais des choses sur lesquelles je n'avais pas travaillé à l'intérieur et j'allais systématiquement chercher à l'extérieur des choses en compensation. Tu vois, classique. Oui. Et en fait, le Bataclan est arrivé comme une bombe nucléaire qui a tout fait voler en éclats. C'est-à-dire qu'en 8 mois, donc il y a d'abord eu le Bataclan, donc bon, t'imagines la déflagration et le choc, mais derrière, en fait, en gros, je me suis séparé et j'ai perdu mon emploi. En 8 mois. Tu vois? Donc là, il ne me restait plus rien. Alors que avant, je savais que d'une certaine manière, j'avais plus cette sensation de vibrer, j'étais éteint. Et ça venait pas de l'extérieur, ça venait de moi. Hein. Mais j'étais éteint, mais je n'osais justement pas quitter cette zone de confort parce que justement trop confortable. Et puis la peur de ah non, le boulot il est trop bien, il est trop confortable, et puis là je suis en ménage, etc. et c'est trop confortable, pourquoi bouger? Tu vois? Et finalement cette peur fait que tu recules. Et je vais dire en fait encore une fois en fait une phrase un peu choc, mais d'une certaine manière, le Bataclan m'a sauvé la vie. Par rapport à cette confort. Est-ce que tu as l'impression maintenant, avec du recul, que peut-être que tu n'étais pas en cohérence avec qui tu es profondément? Oui, clairement. Et c'est justement parce que je ne me connaissais pas suffisamment que je ne pouvais pas être en cohérence en fait, avec la vie. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas aligné à l'intérieur, tu ne peux pas être aligné en fait, avec ton environnement. C'est plus compliqué. Bah oui, c'est évident. Mais ce n'est pas évident à trouver. Et encore une fois, ça vient aussi énormément. Je trouve, après, encore une fois, je ne parle que de mon expérience et je ne dis pas que j'ai la vérité. Hein. Mais je trouve aussi que ça dépend aussi énormément de ton environnement. Si tu as un environnement qui ne t'éveille pas à ça, tu vois, moi, j'ai vécu des choses très personnelles. Hein. Tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, par exemple, j'ai connu 2 suicides. Mon père, mon grand-père. En fait, tu grandis avec ça, ton ego, tu vois, il te protège, il te dit, on continue à avancer. Moi, en fait, personne ne m'a proposé à un moment donné, tu vois, de faire de la psy, etc. pour avancer. Bah, t'avances avec. T'avances de manière bancale. C'est comme si, tu vois, tu te tordais la cheville, tu dis, bon, bah, ok, il n'y a pas de médecin, bon, bah, j'avance. Tu vois, je continue à avancer. Et donc, après, tu finis par prendre l'habitude de te dire, ah, encore un coup, et
bon, bah, ok, ça fait mal, mais c'est pas grave, j'avance, et puis je suis plus fort que ça, tu vois, il y a aussi une notion de fierté. L'ego, il prend vachement le dessus, en fait, finalement. Et puis, tu te coupes aussi de tes émotions, petit à petit, en fait, en gros, pour te protéger, t'as une armure, en fait, en gros, de protection, qui fait qu'à la fin, t'as un mur blindé, tu vois, de 6 mètres d'épaisseur. T'es capable de tout encaisser, et presque, à la limite, ça finit par forger ton identité, tu vois. Et là, le Bataclan, justement, à ce moment-là, avec tout ce qui s'est passé, il a réussi, en fait, en gros, à faire exploser le mur de 6 mètres d'épaisseur, quoi. Et à ce moment-là, tout est remonté. Tout ce que je pensais contrôler, tout est remonté. Et ça, j'ai compris aussi. Et c'est pour ça que toutes ces expériences, finalement, m'aident énormément dans ma pratique. C'est que, justement, par rapport à mon histoire personnelle, j'ai compris énormément de choses, si tu veux, justement, par rapport aux choses que tu peux refouler, etc., à te dire qu'effectivement, soi-disant, tu as le contrôle. Le fait de l'avoir vécu de l'intérieur, je vois ce que ça fait, je vois à quel point tu peux te retrouver prisonnier, je vois comment ça te conditionne dans tes choix, dans tes comportements, dans tes manières de penser, etc. Et du coup, en fait, en gros, il y a tout ce travail de reconstruction, mais il fallait quelque chose de très, très fort, justement, pour pouvoir réussir à faire exploser les murs, tu vois, la carapace de l'ego, pour repartir d'un terrain vierge et que tu ne sois plus conditionné par un labyrinthe, si tu veux, en fait, conditionné par ces murs, et que le champ, en fait, s'ouvre à toi complètement libre, parce que, en fait, en gros, t'as un terrain vague, quoi, tu vois. Et quand tu repars, en fait, tout devient possible. Et c'est là où, quelque part, jamais je me serais lancé dans le monde énergétique, etc. J'avais aucune expérience, j'avais aucune connaissance dans ce monde-là. Je me suis retrouvé tout seul, en fait, en gros, juste par l'instinct, par l'intuition, tu vois, juste parce que je suis rentré dans une boutique et que je discutais avec une vendeuse qui m'a parlé de la lithothérapie. Je dis, ouais, c'est intéressant, etc. Et en fait, très rapidement, je me retrouve là-dedans, sachant que je connaissais encore une fois personne, etc. C'était presque inconscient, pour le coup. Et au final, actuellement, quand je vois les consultations que je fais, les échanges que j'ai, le bien-être que je peux procurer, parce que j'ai des retours, heureusement, hein. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'avoir des retours, et les informations que je peux obtenir aussi, parce que je travaille justement beaucoup avec le pendule, je me dis, en fait, finalement, ma place, elle était là, alors que je l'ai cherchée toute ma vie. Ça va, t'es encore jeune. J'ai 50 ans. Hein. T'es au moins à la moitié. Peu importe, en fait, finalement, avec tout ça, c'est pas l'âge qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu vis là à l'instant. C'est clair, mais c'est une bonne transition parce que ça me fait penser à tu connais les zones bleues dans le monde? Non. Non, mais je remarque que c'est fou, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Les zones bleues, en fait, il y en a 5 dans le monde. C'est des zones où il y a le plus de centenaires. Tu as dû entendre parler d'Okinawa. Oui. Notamment par rapport au régime alimentaire. Pardon? C'est pas notamment par rapport au régime alimentaire? Alors, c'est pas vraiment un régime, c'est plutôt une habitude alimentaire qu'ils ont, mais c'est pas un régime. Il y a ça, bien évidemment, qui rentre en compte, mais il n'y a pas que ça. Et donc, ça me fait penser à eux parce que tu vois, c'est les gens qui vivent parfois jusqu'à 110, 115, 120 ans en parfaite santé. Et ça me fait rebondir parce que tu sais, dans notre société, tu me dis, oh là là, j'ai déjà 50 ans comme si tu étais vieux, quoi. En fait, dans notre société, on a le sentiment que vieillir égale être en mauvaise santé, avoir de l'arthrose, avoir une maladie, avoir mal au dos et tout, etc. On n'imagine même pas une seule seconde, en fait, qu'on peut vieillir en bonne santé, quoi. Alors que dans les zones bleues, justement, ils le montrent. Moi, c'est pas vraiment ça, si tu veux. C'est que je pense que la société ne laisse plus de place. Alors, c'est mon ressenti, encore une fois. Moi, tu vois, j'étais dans la pub. Je sais qu'effectivement, arrivé à 40, 45, ça devenait compliqué, en fait, en gros, de continuer, en fait, en gros, à trouver du travail dans ce monde-là. Et j'ai l'impression, encore une fois, c'est mon point de vue personnel, hein, j'ai l'impression que finalement, on ne donne pas forcément de place, passé un certain âge, on ne donne pas forcément de place, en fait, en gros. On peut te faire sentir, il faut paraître jeune. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est plus, justement, la pression extérieure qui te renvoie cette image-là. Alors que moi, en fait, et je le vois, en fait, avec des personnes autour de moi, je connais des personnes, si tu veux, qui ont 50, 60, 70 ans,
mais qui sont comme des gosses et qui jouissent parfaitement de la vie, tu vois. Voilà, et c'est là où finalement, c'est pas une histoire d'âge, mais par contre, ce que te renvoie la société, c'est qu'à un moment donné, bah, en fait, en gros, tu as ce double regard en disant, mais oui, mais moi, à l'intérieur, je me sens comme ça, mais en fait, d'après ce qu'on me montre, il y a un décalage, en fait, et donc, c'est là où il faut être justement suffisamment fort, en fait, en gros, en soi, pour pouvoir, en fait, ne pas se plier, en fait, en gros, au dictat, à ce qu'on nous présente. Et puis, je reviens à ce qu'on se dit depuis le début, de prendre soin de soi. Vraiment, de ne pas oublier, pour moi, j'insiste sur ce terme-là, de notre responsabilité citoyenne. Vraiment, à chacun, à chacune, de prendre soin de soi. Et évidemment, ça passe par l'alimentation, ce qu'ils ont compris naturellement dans ces zones bleues, mais pas que. Tu sais, c'est de remettre du mouvement dans ta vie. Par exemple, dans des sociétés comme la nôtre, là, on est ultra sédentaire. La plupart des gens, ils sont tout le temps assis, en fait, toute la journée. Donc, ne serait-ce que déjà de remettre du mouvement, faire attention à ton sommeil, aller dans la nature le plus régulièrement possible, faire, je sais pas, 10 minutes de relaxation par jour. Rien que ça, si tu fais ça consciencieusement, avec beaucoup de régularité déjà dans ta vie, mais tu as déjà réglé 90% en fait de ton état d'être. C'est-à-dire d'être bien, en fait, d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête. Si en plus tu ajoutes à ça le lien social, de redonner du sens à ta vie, en fait, quand tu te réveilles tous les jours, et puis une forme de spiritualité, tu sais, de cultiver une forme de spiritualité, de croire à quelque chose qui te dépasse, quoi, peu importe ce que c'est, on s'en fiche. Bah, si tu cumules là tout ça, bah, on se revoit à 120 ans et on fait une partie de pétanque ensemble. Hein. Et moi, à la limite, si tu veux, le but dans ma vie n'est pas forcément, en fait, en gros, la longévité. Moi, en fait, j'ai envie de dire, pour moi, chaque jour est un jour de bonus. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je suis d'accord. Certains peuvent prendre effectivement la vie comme un compte à rebours. Tu vois, c'est assez marrant parce que, par exemple, par rapport au domaine des énergies, les notions de chakra, le chakra racine, effectivement, c'est celui qui te met en sécurité, qui te connecte à la notion de sécurité par rapport à tout ce qui est le rapport à la Terre, c'est-à-dire effectivement sécurité matérielle, sécurité financière, tout ce qui t'apporte une sécurité qui te sort de la peur, donc qui te permet effectivement de te sentir bien ancré dans ta vie incarnée et de te sentir bien heureux, quoi. Ça, c'est la fondation, c'est-à-dire que si tu es sur la base de la peur, tu ne peux rien profiter, en fait, en gros, des niveaux supérieurs de ton édifice. Tu vois, tu n'apprécies rien si à la base, tu as cette peur-là, en fait. Mais à l'inverse, tu as des personnes, effectivement, qui ont tout sur le plan matériel, mais qui, au niveau du chakra couronne, donc le dernier chakra, enfin, c'est pas le dernier, mais en tout cas sur les 7 principaux, eux, finalement, ne croient en rien. Et à partir du moment où ils sont très ancrés, en fait, en gros, ils ont eux aussi coché toutes les cases, hein, tu vois, ils n'ont rien à penser, ils sont en hyper sécurité, en fait, sur le plan matériel. Mais comme, en fait, en gros, ils ne croient pas à ce qu'il pourrait y avoir après, sur un plan subtil, et bien, du coup, ils prennent la vie comme un compte à rebours. Et donc, du coup, l'angoisse ne vient pas de la Terre, mais elle vient de l'après-vie, en fait, entre guillemets. La mort. Donc, exactement. Alors qu'en fait, ce que certains appellent la mort, moi, je l'appelle l'après-vie, finalement. Parce que dans ma pratique, et justement, le Bataclan m'a ouvert un petit peu à ça. Enfin, c'est pas le Bataclan en lui-même, c'est l'après-Bataclan me permet justement de me connecter à d'autres choses, en fait, sur lesquelles je n'avais aucune connexion avant. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression que c'est suite, en fait, à des événements traumatiques que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on vient casser la carapace de l'ego, du mental, et on sait très bien que de toute façon, pour te connecter, il faut lâcher prise sur le mental. Tu vois, et se connecter au cœur. Après un trauma, etc., forcément, on va dire que tu es hypersensible, hein, puisque effectivement, tu as tellement souffert. La souffrance fait partie quelque part, en fait, en gros, c'est un chemin, je pense, je sais pas, là-dessus, j'ai pas suffisamment de connaissances par rapport à ça. Mais j'ai tendance à croire que presque la souffrance est le chemin obligatoire, en fait, en gros, pour pouvoir trouver ta connexion au cœur. Si je prenais une image, par exemple, j'aime bien cette notion d'image, tu sais, en fait, en gros, de la transformation du carbone en diamant. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tu prends ce carbone, en fait, en gros, qui est une matière un peu brute, enfin, tu vois, qui n'a pas vraiment de valeur, tu la mets sous haute pression et sous forte chaleur, et à partir de là, en fait, elle va générer un diamant. Un diamant qui donne ta lumière. Donc finalement, en fait, par analogie, tu pourrais considérer que à partir du moment où toi,
tu es effectivement en fait en gros une matière brute, et qu'à partir du moment où en fait on va te mettre sous cette pression, donc on va dire le stress, etc., qui peut conduire justement en fait à une forme de souffrance, c'est là où en fait en gros on va casser justement cette matière brute, cette carapace, etc., et qu'en fait tu peux révéler la lumière qui est en toi. Et j'ai une amie, par exemple, médium, elle, en fait, en gros, elle a eu un parcours assez difficile aussi, et en fait, elle a fait une mort imminente, et quand elle est revenue, ses cheveux sont devenus tout blancs, et en fait, elle a acquis ses capacités extrasensorielles de médiumnité. Et j'en ai plein des histoires comme ça autour de moi aujourd'hui, de personnes qui ont vécu des accidents assez traumatisants, et qui derrière, en fait, en gros, ont développé ces capacités, qui, derrière, en fait, en gros, te permettent de te relier, de te connecter. C'est comme si ça amplifiait, en fait, cette notion de connexion, si tu veux. Oui, je crois que c'est un peu dans la nature humaine. Mais ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est pareil, c'est mon système de croyance. Je pense c'est pas nécessaire de passer par des événements traumatiques. C'est pas nécessaire d'avoir un accident, de faire un burn-out, d'avoir une maladie, peu importe ce que c'est, pour justement reprendre un peu les rênes de sa vie et vraiment être aligné avec qui on est profondément et mettre à bien en fait notre mission de vie, tu sais, sur cette planète. Moi, je crois justement qu'on peut vraiment faire autrement. Une des clés, à mon sens, c'est l'éducation. Donc tu me diras, bah toi et moi, c'est un peu trop tard, on est déjà passé par l'éducation, et encore que je trouve qu'on apprend tous les jours. Hein. Pour moi, la vie, c'est une formation continue. Et on va dire le système éducatif, quoi, tel qu'il est, sociétalement, tel qu'on on nous conditionne. Si on amenait plus le savoir-être et la connaissance de soi, je pense qu'on éviterait justement d'attendre d'être face au mur pour prendre des décisions qui sont vraiment justes et bonnes pour nous. Moi, je suis vraiment convaincu de ça. Et donc là, tu me diras, bah, c'est plutôt pour les jeunes générations. Et là, pour les adultes d'aujourd'hui, bah, là, on a tout ce qu'il faut, les amis, autour de nous. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un accident ou autre, quoi, en fait, pour se réveiller. On a tout ce qu'il faut autour de nous. Ce qui n'était pas le cas, une fois de plus, moi, quand j'ai commencé mes activités, il n'y avait pas cette effervescence qu'il peut avoir dans le développement personnel et le bien-être. Là, c'est dingue. Si tu regardes quasiment dans tous les départements de France, il y a au moins un salon du bien-être. À l'époque, moi, à mon époque, ça fait très boomer, hein, ce que je dis. À mon époque, il n'y avait que le salon Zen à Paris, quoi. Puis il y avait Marjolaine, je crois. Rien que ça. Et des exemples comme ça, il y en a à la pelletée. Donc, moi, je crois que c'est plutôt ce dont on a besoin. Et c'est pour ça, moi, que j'aime bien dire que je suis un jardinier, parce que j'ai l'impression de semer les graines. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est de générateurs de déclic. On a besoin de déclic. Et un déclic, bah oui, c'est clair que pour une grande majorité d'entre nous, ça passe par des événements un peu traumatiques, mais c'est pas une obligation. Il y a des déclics aussi qui se donnent. Moi, quand je donne des conférences, je fais à peu près une 40aine de conférences par an, je vois, en fait, c'est fou le nombre de déclics qu'il peut y avoir dans la salle. Quand j'accompagne des groupes sur Comptel, en une semaine, les gens, ils repartent, ils sont transformés. Ils ont une vision d'eux et de la vie qui est complètement différente. Et j'ai une liste comme ça qui est dingue, en fait, dans tout ce que je fais. Donc, tu vois, c'est juste pour imaginer et se dire qu'on n'est pas obligé de ça, en fait. Ouais. Je pense pas que ça soit une obligation. Je dis juste, effectivement, encore une fois, par rapport aux personnes que je côtoie et que je vois autour de moi, c'est des personnes qui ont déjà, en fait, un certain âge. Et, en fait, à cette époque-là, si tu veux, il y avait pas tout cet accès, en fait, en gros, comme tu disais, il y a 10 ans, au début des années 2000, en fait, à la FNAC, sur le développement personnel par rapport à tout ça, c'était pas aussi ouvert. Alors qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est presque devenu, je vais pas dire mainstream, mais en tout cas, voilà, sur YouTube, ce genre de choses, t'en vois plein, en fait, en gros, des choses justement sur des constellations familiales, du chamanisme, etc. Enfin, on sent vraiment que ça émerge, en fait, quand même avec une certaine force. Mais ces personnes que je côtoie, c'est des personnes justement d'un certain âge qui ont découvert ça quand même assez sur le tard et qui sont passées par l'événement traumatique pour y accéder. Aujourd'hui, l'accès, en fait, se fait de manière beaucoup plus douce, justement parce que ça se développe et qu'effectivement, il y a une sensibilisation, comme tu dis, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas faire tes courses et tu vas tomber sur un salon du bien-être dans la galerie marchande et tu vas pouvoir faire des consultations, etc. Tu vois, oui, à partir de là, oui, tu vas pouvoir t'ouvrir sans passer par le trauma, en tout cas, le trauma. Et la prise de conscience, tu vois, par exemple, moi, je vois, quand je fais des consultations, moi, je travaille avec le pendule. Donc, c'est un moyen de canaliser. Certains vont utiliser des cartes. D'autres vont avoir le canal, en fait, direct, la clairvoyance, etc. Et moi, avec le pendule, justement, par rapport à mon expérience,
moi, c'est vrai que je me suis beaucoup spécialisé sur justement tout ce qui est les blocages émotionnels, psychiques, physiques et énergétiques. Et c'est le pendule qui me donne des informations. La personne, je la connais pas, elle vient, je pose pendant 30 minutes en fait des questions avec le pendule, et à partir de là, alors c'est pas un diagnostic, hein, parce qu'effectivement, juste c'est un professionnel de santé qui pourrait le poser, mais moi, je pose des questions. Et donc, en fait, par rapport aux informations que j'ai obtenues du pendule, je vais dire effectivement, par exemple, tiens, en termes de blessures émotionnelles, est-ce que au moment de l'enfance, je ressens que vous auriez vécu en fait une blessure d'abandon, ou vous auriez vécu, admettons, un abus, ou vous auriez vécu une blessure d'injustice, ce genre de choses. Et en fait, en découlant ça, en découlant toutes ces informations, par exemple, en fait, on me dit relation toxique, ce genre de choses. Et en fait, moi, c'est que des informations qui sont brutes, si tu veux. Et en fait, je fais le déroulé, et en fait, après, je mets en commun avec la personne, que je ne connais pas, et en posant toutes ces questions, est-ce que par hasard, vous avez vécu ça, etc. Et quand la personne, je mets le doigt sur quelque chose qui est très sensible, tu fais remonter à la conscience. Généralement, ça se voit parce que tu as une larme qui coule, ou la gorge qui se serre, tu vois, par des symptômes comme ça. Et là, la personne se dit, non, je peux pas l'inventer parce qu'on se connaît pas. Et là, justement, c'est des choses dont la plupart du temps, ils sont conscients, mais ils ne se souviennent plus ou ils l'ont enfoui, si tu veux, quoi. Ouais. Mais le fait de le dire, on sent vraiment que ça fait remonter quelque chose. Et là, tu mets le doigt sur un des blocages, parce qu'en réalité, on en a plusieurs, on n'en a pas qu'un seul, en fait. Oui. Et là, en fait, en gros, bah, tu peux justement libérer, enfin, la partie verbale, justement, c'est déjà, en fait, la prise de conscience, c'est déjà une première forme de libération, c'est déjà faire remonter, déterrer, si je puis dire. Après, sur le travail énergétique, justement, tu rééquilibres un petit peu les énergies, là où tu as des zones vides, hein, parce qu'effectivement, on reste avec des vides. Par exemple, j'ai grandi avec la croyance, par exemple, avec une carence affective et la croyance que je ne mérite pas d'amour. Bah, en fait, au niveau du chakra cœur, clairement, j'ai évolué avec un gros vide, une grosse déficience, en fait, au niveau de mon chakra cœur. Donc, on vient rééquilibrer tout ça. Et après, moi, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu expérimenter, je pense que le travail énergétique ne fait pas tout. Je pense qu'on doit aussi ancrer dans la matière, en parallèle. Je donne toujours, en fait, en gros, un exemple, c'est-à-dire, admettons, j'ai un pneu qui est crevé, je vais voir mon garagiste, je vais lui dire, bah voilà, regonflez-moi mon pneu. Donc, le garagiste, il fait son travail, il met sa rustine, il regonfle, hop, je repars tout content, et je repars avec les mauvaises habitudes, je vais me taper des bordures, je vais rouler dans le gravier, etc. Bah, en fait, très rapidement, mon pneu va se redégonfler. Alors que si derrière, je repars avec des bonnes habitudes, ça va perdurer dans le temps. Donc, pour moi, ce travail dans la matière, c'est aussi un moyen de responsabiliser la personne en disant, et c'est là où je trouve qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant justement par rapport à, comme tu parlais de la responsabilisation tout à l'heure, tu vois, en fait, on voit à travers les choix, etc., c'est de se dire aussi, j'œuvre pour mon bien-être au quotidien, à travers justement, en fait, une nouvelle hygiène de vie que je vais mettre pour moi. Mais encore faut-il que j'en ai pris conscience, et une fois que j'en ai pris conscience, justement, de manière consciente, là, je vais pouvoir travailler à mon bien-être. Exactement. Tu prêches un convaincu. Je vois que l'heure file, Philippe. Comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour te contacter pour les gens qui aimeraient entrer en contact avec toi, peut-être passer par tes services? Comment on fait? Bah, le plus simple, c'est d'aller sur mon site, onde d'énergie, donc onde au pluriel, d'énergie, donc en un seul mot, tout attaché, .com. Et à partir de là, il y a toutes mes coordonnées. Et puis, en fait, ils pourront trouver toutes les prestations que je propose. Moi, en fait, en gros, quand je fais de l'accompagnement, généralement, c'est entre 3 et 5 séances. Si je veux effectivement, en fait, vraiment libérer une personne de choses qui sont assez profondes. Il y a toujours, effectivement, du simple rééquilibrage énergétique, mais pour les choses qui sont plus profondes, justement, sur de l'amour de soi ou sur des schémas répétitifs, etc., on travaille quand même sur un certain suivi, on va dire. Mais en fait, ce que je peux observer généralement, c'est qu'entre 3 et 5 séances, j'arrive vraiment, en fait, en gros, à libérer des personnes qu'elles se sentent complètement, elles retrouvent leur bien-être et surtout, elles arrivent à se refaire passer en priorité et en fait, à prendre soin d'elles et à se sentir bien, en fait, on va dire, au quotidien. Et ça, moi, c'est là où, justement, en fait, où la boucle est bouclée, c'est que, tu vois, je suis passé de victime du Bataclan. Et en fait, le fait aujourd'hui de pouvoir aider les personnes qui passent par le même chemin, de pouvoir les aider, bah, finalement, en fait, en gros, je me guéris aussi à travers ça. Ça a donné du sens à ma vie. C'est une vraie mission.
Tu te trouves où en France? En fait, je suis dans le 1er arrondissement à Paris et en fait, je reçois aussi sur Alfortville parce que c'est là où j'habite. Voilà. Et en visio aussi? Tu fais en visio? Je fais à distance. Moi, je travaille sur photo. C'est comme ça que j'ai appris. Je me suis formé en fait auprès d'un magnétiseur qui est assez connu, qui s'appelle Florian Lucas, qui a aussi en fait un parcours extraordinaire. Et en fait, il nous a appris en fait à intervenir sur photo. Et ça, c'est pareil. C'est des choses auxquelles je n'aurais jamais cru auparavant. Et en fait, je vois bien à travers les témoignages et à travers les retours que ça fonctionne. Et c'est fou. Et en fait, c'est presque l'accès à un monde magique. Tu touches en fait à quelque chose qui est complètement magique en fait. Je ne sais pas si tu connais ce film, et du coup, j'ai envie de te le recommander. Il s'appelle Superhuman de Caroline Cory. Ça te parle? Absolument pas. Merci pour la référence. Je t'invite à le noter, ouais. Ouais. C'est Superhuman, donc tu sais en anglais, hein, Superhuman, superhumain comme vous. Tu tapes Caroline Cory au cas où. Cory, c'est C-O-R-Y. Ouais. Et je t'invite à regarder ce film, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi, j'adore en fait ce qu'elle a fait. Donc c'est un film documentaire, on va dire. Elle s'est entourée de scientifiques, là pour le coup. Donc elle est américaine, elle vit à Los Angeles, mais elle parle super bien français. Elle s'est entourée donc de scientifiques pour valider tout ce qui est télékinésie, télépathie, médiumnité, psychique, tout ça, quoi. Et c'est génial, tu vois. Donc elle a des prédispositions, on va dire, depuis qu'elle est plus jeune. Et je donne un exemple pour comprendre un peu le concept du film. Elle, à un moment donné, elle est donc chez elle est en Californie, je crois. Et puis il y a un scientifique qui est à l'autre bout de là où elle se trouve, mais du style à 3000 km, tu vois, un truc comme ça. Et lui, devant lui, il a une machine qui est la plus hermétique au monde, apparemment. Et dans cette machine-là, il a mis un papier. Oui. Et il demande à Caroline, à 3000 bornes, de faire déplacer le papier à l'intérieur de la machine. Ah oui. Oui. Et donc, bien évidemment, elle y arrive. Et donc, pour valider en fait les protocoles scientifiques, tu sais, il faut les faire une dizaine de fois ou une vingtaine de fois, je ne sais plus, ça c'est beaucoup. Donc, on ne les voit pas dans le film. Mais tous les protocoles qui sont dans le film ont été validés par les scientifiques. Voilà, Superhuman. Et il y a notamment une séance qui est géniale où tu vois des enfants. Pour moi, c'est la partie la plus criante, limite, parce que c'est vraiment des gamins. Donc, ils s'expriment, c'est eux qui expliquent comment ils vivent les choses. Et on leur met, peut-être que tu as déjà vu des vidéos, en fait, ils ont un bandeau noir comme ça sous les yeux et on leur demande de lire, je sais pas, de jouer au foot, par exemple, dehors. En tout cas, de faire plein de choses avec vraiment l'obscurité totale devant leurs yeux. Donc, ils ne voient rien. Donc, on leur apprend à développer ce qu'on peut appeler le troisième œil ou une autre façon de percevoir les choses. Et donc, les enfants s'expriment, notamment à un moment donné, on leur présente des cartes avec des couleurs. Donc, bien évidemment, donc, ils ne les voient pas parce qu'ils ont un bandeau. Donc, ils trouvent les couleurs de chaque carte et ils expliquent comment, en fait, ils les trouvent. Et ils disent que le bleu, par exemple, ça sent quelque chose, qu'il y a une odeur, tu vois. Donc, en fait, ils arrivent à percevoir les choses d'une autre manière, quoi, tout simplement. Très intéressant. Bah, de toute façon, je pense que là, en fait, en gros, je parle vraiment d'un nouveau monde. En fait, c'est assez marrant parce que le centre de soins holistiques où je suis dans le 1er arrondissement s'appelle le Nouveau Monde. Et en fait, c'est vraiment, le nom est très très bien trouvé parce que on arrive en fait à découvrir en fait aujourd'hui, on a accès en fait à des choses en fait auxquelles on n'avait pas forcément conscience, ou en tout cas ça émerge en fait, on va dire, au gros de la population. Tu vois, pour la petite anecdote. Là récemment, en fait, moi j'ai monté un collectif de thérapeutes et praticiens pour pouvoir intervenir en entreprise parce que il y a de quoi faire en fait en entreprise depuis la période Covid, etc. Il y a quand même une grosse pression, etc. Et en fait, on propose d'animer des journées bien-être justement pour les collaborateurs. Eh bien, on est intervenu dans un palace parisien. Tu vois, ce genre de choses, quand même, en fait, on sent vraiment que les choses bougent, en fait, et aussi bien, effectivement, pour le grand public, que même en notion d'entreprise, si un jour on avait dit qu'effectivement, on permettrait, en fait, en gros, à des collaborateurs de pouvoir recevoir des soins énergétiques, etc., c'est complètement fou. Mais on se rend bien compte, quand même, que les notions, effectivement, de ce qu'on appelle capacité extrasensorielle, c'est-à-dire qui dépassent les sens, elles sont quand même assez puissantes, enfin, on le voit, et les personnes qui en font l'expérience, c'est pour ça, moi je dis vraiment, tentez l'expérience, allez-y en fait, en gros, comme si vous faisiez un jeu, en fait, un escape game ou ce genre de choses, juste par l'expérience, c'est comme un saut en parachute finalement, c'est-à-dire que les sensations qu'on va avoir en fait après quelque chose comme ça, c'est extraordinaire et c'est complètement nouveau, on ne connaît pas. Et ça ouvre à quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé l'expérience,
on accède, on rentre en fait en gros par la petite porte de ce monde et en fait on a envie d'aller toujours plus loin et d'en savoir toujours plus parce qu'on se rend compte que finalement les possibilités sont infinies, quoi. Tout à fait. Moi, j'invite souvent justement les gens à s'amuser avec leur intuition. Tu sais ce que on dit, c'est quoi l'intuition, etc. Et de s'amuser avec et que ça devienne un jeu. Et effectivement, ça marche. Tant que ça devient ludique et que c'est rigolo, on commence à comprendre de plus en plus comment fonctionne l'intuition. Et moi, je vois, par exemple, tu vois, j'anime en fait en gros des stages en fait de pendule pour pouvoir te faire découvrir en fait, parce que moi, c'est par le pendule que je suis arrivé à tout ça. Et je reçois parfois, tu vois, des couples qui viennent en fait, et en fait, j'ai déjà reçu, si tu veux, t'avais l'homme qui était quand même très très cartésien, qui accompagnait sa femme, qui avait en fait offert ça comme un petit cadeau, etc. Et quand je vois que effectivement l'homme supracartésien arrive effectivement à obtenir des réponses et qu'il est ébahi et qu'on arrive à faire sortir l'enfant intérieur, tu vois, de s'émouvoir par rapport à des réponses qu'il obtient sur une personne qu'il ne connaît pas, etc. Et ben là, je me dis la mission elle est gagnée. C'est-à-dire en fait, tout le monde est capable de le faire, mais encore faut-il simplement, j'allais dire s'y risquer, mais c'est même pas un risque en fait, s'y amuser. Enfin, encore avoir la curiosité de le faire juste pour dire et si on testait juste pour voir ce que ça pourrait donner. Exactement. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas, exactement. Super. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour notre échange. Ce fut un plaisir. C'était cool. Et ben, je te souhaite une très belle fin de journée. Ça marche, très bien. Et puis, je viendrai sûrement, je pense, j'essaierai de venir te voir, en fait, en gros, au stage, j'ai vu ça, en fait, j'ai vu la bande-annonce que tu as présentée au début. Ça m'a donné le congrès. Ouais. Le congrès, c'est pas le bonheur pour vous. Hein. 12-13 juillet à Arcachon. Ouais. Eh ben, écoute, j'essaierai de passer le voir, ça sera avec grand plaisir. Avec joie. Ça marche. À tout bientôt, Philippe. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Et voilà, les amis, c'était Philippe Grand. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle effectivement, comme le disait Philippe, qu'on organise le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va se tenir le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Si vous voulez venir, vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site et donc sur la billetterie. Toutes ces conversations m'ont fait penser à mes bouquins. Je vous remonte la page de couve. C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens. Et alors attendez, je pense que je l'ai aussi le premier. C'est quoi le bonheur pour vous? Voilà, en chemin vers soi. Les deux sont vraiment intimement liés et complémentaires. Je les ai écrits. Ça résume quand même plutôt bien notre conversation aujourd'hui avec Philippe. Dans le sens où il y a des outils fondamentaux qui nous permettent de prendre soin de nous, justement. On en a parlé un petit peu de l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, de cultiver aussi une forme de spiritualité, voilà, d'enrichir nos liens sociaux. Tout ça est expliqué dans mes 2 livres. Comme je le disais, moi j'ai cette chance d'avoir commencé à l'âge de 6 ans, j'en ai 46 aujourd'hui, donc je vois, je mesure, je suis le meilleur chercheur en fait qu'on puisse chercher, en tout cas que je puisse chercher, c'est moi. Et donc tout ce que j'expérimente depuis 40 ans, je l'ai mis sur mon bouquin parce que c'est les fondamentaux vraiment pour nous tous. Et donc revenons à ça déjà, avant de vouloir s'intéresser aux énergies, à l'intuition et à plein d'autres choses. Voilà, remettons un peu du sens dans tout ça. Donc si vous voulez trouver mes bouquins, ils sont vraiment accessibles partout, que ce soit à la FNAC, sur Internet, même en audio. Tiens, le dernier, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, est disponible maintenant en audio sur Audible. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Je vais vous montrer la vidéo justement du congrès C'est quoi le bonheur pour vous de 2023, comme ça vous montrera un peu l'ambiance. Et puis je vous dis à jeudi avec une nouvelle interview. Allez, à très vite, ciao ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.